Chaud au menu aujourd'hui, l'UFC 284, débrief autour des polémiques du main event Volkanovski contre Makhachev, et puis l'UFC Fight Night, les combats les plus intéressants. C'est parti, générique. Donc l'UFC 284, on va revenir sur les trois combats dont on avait parlé la semaine dernière, donc à savoir le premier combat, Randy Brown contre Jack de la Maddalena. On avait prédit une victoire de Jack au premier round. Ouais, par KO. Ouais, on a envoyé le KO et il a rentré une soumission. Une belle soumission, étranglement arrière. Ouais. Tu dis qu'il a tapé un peu tôt. Pas forcément qu'il a tapé un peu tôt, je pense qu'il a vraiment été sonné. Jack de la Maddalena, les mains, la pression qu'il met, la composure dans la cage, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est quelque chose. Voilà, c'est un problème pour la catégorie, là. Je dirais que c'est un très gros problème. Ouais. Petit problème et là, il a montré également qu'il avait du grappling. Mm-hmm. Il sait comment capitaliser sur une opportunité quand elle se présente devant lui. Vraiment impressionné, franchement. Moi, j'adore ce style aussi. Il va beaucoup au corps. Il fait corps-tête, corps-tête, corps-tête. Il te met contre la cage. Et là, il a réussi à capitaliser, à sentir le sang et à finir avec le grappling en gagnant le combat. 10 sur 10. Une performance parfaite pour moi. Mm-hmm. Donc, incroyable. Et puis, le ground and pound qu'il a mis, ça faisait mal quand même. Ouais, sale, on voit que ça. Il a de la force et il sait où placer ses coups. Et Randy Brown, c'est quand même pas n'importe qui. Hein. Il a gagné beaucoup de combats à l'UFC. Quelques tests qu'il a échoué, mais c'est quand même un pilier de la division, je dirais quand même. Mm-hmm. Donc bien joué à lui. J'ai bien hâte de voir à 170. Peut-être j'aimerais voir contre Ian Gary ou quelque chose comme ça, un peu en mode prospect. Ou alors si on commence à rentrer dans le top 15. Un Steven Wonderboy. Ouais, ça peut être un très beau match-up. Pourquoi pas. Ouais, carrément. Ensuite, il y a eu un beau main event aussi, Josh Emmett contre Yair Rodriguez. La soumission aussi de Yair Rodriguez sur Josh Emmett est impressionnant. Bien placé. Là, on le voyait pas venir aussi du tout. Et au deuxième round, c'était au deuxième round. Ouais. Après, je savais que j'ai toujours su que Yair Rodriguez avait un bon sol. Il est opportuniste, il a un bon coup d'œil. Et quand je dis opportuniste, je dis pas qu'il gagne que en étant opportuniste, mais il a ça en plus de tout l'arsenal qu'il a de striking, ses coudes, ses genoux, sa clinch, son management de la distance, ses entrées en lutte, sa défense de lutte. Tout était vraiment on point. Ouais. C'était vraiment une belle performance de Yair Rodriguez. Moi, j'ai souvent fait le haineux en plus sur Yair Rodriguez. J'ai toujours parfois trouvé un peu fragile ou parfois trouvé un peu un langage corporel qui est bizarre. On dirait qu'il n'est pas vraiment dans le combat. Mais en fait, je pense que c'est juste comment il est. Et là, il m'a vraiment convaincu. Il m'a vraiment convaincu parce qu'on a vu un Josh Emmett, même pour moi, qu'il avait perdu le combat contre Calvin Keta. Il était quand même allé 5 rounds, quoi. C'était quand même un combat serré, chaud, assez serré pour que les juges le donnent à Josh Emmett. Mine de rien, là, il n'y avait pas de question, quoi. Pas de juge. On n'avait pas besoin des juges. Donc, impressionnant. Il avait mélangé corps-tête tout le premier round en mettant des gros points d'interrogation, des grosses feintes. Josh Emmett qui, pour moi, bon, les crochets arrière comme ça va une fois, deux fois, mais au bout d'un moment, il faut faire quelque chose d'autre. J'ai l'impression qu'il est vraiment fixé sur ça, quoi. Des grosses entrées de lutte que tu vois arriver de loin, quand même, et des gros crochets de l'espace. Bon, après, ça touche, tu tombes, mais sur un mec comme Yair, ça va être chaud de le toucher avec ça. Ouais. J'étais surpris de la stratégie, je sais pas, après, j'ai vu qu'il avait eu une très grosse sèche. Ça se voyait dans les interviews, il était vraiment creusé. On aurait dit un squelette. Ils ont fait une interview juste après la pesée. Et il perdait ses mots et tout. Je sais même pas pourquoi ils ont fait cette interview, quoi. Enfin, et ouais, apparemment, il était dans les 175 livres dans la cage. Donc, 30 livres en plus. Ouais. Donc, ouais, non, franchement, chaud. Après, peut-être ça a joué un peu, mais ça n'a aucune importance. Yair a capitalisé sur l'opportunité. Et c'était vraiment une belle performance. Est-ce qu'il peut prendre Volkanovski? Je ne crois pas. Ouais, non. Mais ça serait un beau combat. Ouais. Plus excitant qu'un Josh Emmett Volkanovski, par exemple.
Ouais, Donc ouais, je suis assez content. Niveau MMA, niveau résultat MMA à 66 kilos, là on aura un très beau combat. Mhm. Volk contre, d'ailleurs on va venir à la performance de Volk juste après, mais Volk contre Yair Rodriguez, rien à dire, hein. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ouais, il y a Rodriguez qui devient champion intérimaire. Donc forcément, il faudra que ça arrive contre Volkanovski, mais à savoir qu'est-ce qui va se passer avec Volkanovski, vu le combat contre Islam Makhachev, donc dont on peut pas commencer à parler. Une décision très discutée, donc la victoire de Islam Makhachev par décision unanime. Qu'est-ce que tu as à dire toi sur ce combat? C'était une décision discutée, malgré tout, qui était quand même très serrée. Ouais, ouais, ouais. Donc Ouais. je peux comprendre pourquoi les juges l'ont donné à Islam Makhachev, mais le problème que j'ai avec cette décision, c'est que Islam a contrôlé plus. Volkanovski a fait plus de dommages, plus de dégâts. Mais récemment, les juges se sont plutôt retournés vers le dommage. Dans toutes les Mhm. décisions qu'on a Ouais, vues, même ouais, Sean ouais, O'Malley ouais, contre ouais. Peter Yan, il y a plusieurs décisions où on se dit, ok, Mhm. il a gagné à cause du dégât. Et les juges justifient ça, les médias justifient ça. Là, Volkanovski, pour moi, a clairement fait plus de dégâts au round 1. C'était au round 5 et au round 3, il me semble. Mhm. Il a fait plus de dégâts. Donc, si on suit les critères récents, Volkanovski a gagné. Si on suit les critères sur le contrôle, comme ce qui était plutôt qu'on voyait dans les années un peu avant 2021, on va dire, j'aurais compris pour Islam, mais j'ai l'impression que là maintenant les juges ils sautent entre les deux quand ça les Ouais, arrange. ouais, c'est ça, ouais, C'est ça qui ouais, ouais, m'énerve. c'est ce que j'allais. Donc avant de même rentrer dans le ce qui s'est passé techniquement dans le combat, j'ai vraiment envie de souligner ça parce que c'est quelque chose qui m'énerve en fait. En tant que Mhm. combattant, ça m'énerve parce que donne-moi donne-moi un plan. Est-ce que je dois faire plus de contrôle ou est-ce que je dois faire plus de dégâts? Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, Imagine, ouais, clairement. tu vois, je me dis, si je suis dans une décision, un combat serré, et au moins je sais quoi faire de Mhm. plus. Ouais. Là, c'est compliqué, ça met des points d'interrogation pour rien. Et puis la façon dont il a terminé le cinquième round aussi, c'était impressionnant. Impressionnant. Ouais, carrément, ouais. Ouais, ouais, ouais. Toi, t'en Ouais, as pensé quoi niveau décision? ouais, je pense que si quand même Islam prend les trois rounds, je dirais le troisième et le cinquième pour Volkanovski. Je D'accord. comprends la décision des juges. Mais c'est vrai qu'il y a débat, ouais, par rapport au, après quatre takedowns pour Islam Makhachev, C'est mais vrai. la différence de coups significants est quand même importante. Pour Volkanovski, donc ouais, il y a forcément il y a débat. Après, moi j'ai cru, vu que c'était en Australie et tout, j'ai vraiment cru qu'ils allaient lever la main de Volkanovski sur le moment. Après, J'aurais en bien regardant voulu. dans les stats et tout, ouais, je comprends, mais ouais, c'est le sentiment que j'ai eu sur le truc. J'ai quand même eu l'impression que les coups, quand il touchait, ils faisaient plus mal ceux de Islam que ceux de Volkanovski, Au même si pied-point peut-être, ouais. ouais, ouais. Ouais, il l'a fait s'asseoir une fois quand même, Ouais, ouais, Islam ouais, il a su une fois, à ouais. Volk, donc. Ouais, je comprends la décision des juges, mais ça m'aurait pas étonné, et je comprends le débat aussi, ouais. Ceux qui disent que, il y a beaucoup de monde quand même qui dit que Volkanovski a gagné. T'as vu Joe Rogan, enfin, ça, je parle Ouais, ouais, ouais. et beaucoup de combattants, Volkanovski aussi qui dit qu'il a gagné. Et puis, il y a des rumeurs aussi, du coup, qui sont sorties sur Islam Makhachev, sur des dopages, des traces de piqûres. Dan Hooker qui a fait un petit tweet ouais, un peu sanglant, en traitant Islam Makhachev donc de tricheur, en lui disant qu'il avait embauché une infirmière, c'est ça? Faisait un petit zoom sur une photo. Enfin non, je crois que ça c'est les internautes ouais, qui ont fait Ouais, un zoom ils ont, sur une photo ouais. où on voit un bleu là sous le bras de Islam. Qu'est-ce que Ils ont, tu... faire les rétablissements intraveineux après les sèches, c'est interdit, tu vois. Il y a Mhm. beaucoup de gens qui le font sur les circuits régionaux, sur les circuits internationaux où c'est pas, il n'y a pas vraiment cette règle qui est appliquée. Tout le monde le fait. À l'UFC, c'est interdit. Est-ce que je pense que Islam l'a fait? Moi, je pense. Et Ouais. c'est pas la première fois qu'il triche. Après, il a raison. Moi aussi, je tricherais Mhm. si j'étais dans sa situation, tu vois. Je vous le dis, les gars. Je ferais la même chose si j'avais l'occasion. Mais je pense que j'espère qu'ils vont faire une enquête avec USADA
Est-ce qu'ils vont la faire en Australie? Si c'était aux États-Unis, peut-être qu'ils l'auraient fait. En Australie, est-ce qu'ils vont faire suivi ça? J'espère, parce que si t'as brisé la règle, t'as brisé la règle. Même si c'est peut-être insignifiant selon toi, ou selon n'importe quelle opinion, c'est pas grave parce que c'est la règle, tu vois. Donc Ouais. si t'as brisé la règle, le combat devrait être un no contest dans ce cas-là, quoi qu'il arrive. Mais pour revenir un peu sur la performance, quand même, Volkanovski, il a impressionné, quoi. Ouais, Il a carrément. impressionné. Personne, enfin, on peut peut-être parler de, si on part peut nous. comparer à... Nous, on a dit qu'il gagnait la décision. Ouais, non, nous, on était dessus. Ouais. Non, il y a beaucoup de gens je vois dans les groupes Facebook, tout ça qui suivent le MMA en France qui voulaient et qui sont d'accord avec la décision, enfin, avec le choix de Volkanovski gagnant. Ouais. Sur Facebook également, sur un peu les groupes que je suis un peu partout pour voir un peu l'avis des fans français, parce que vu qu'on est aux États-Unis, je dois aller faire des recherches en plus, voir les commentaires français, etc. Et j'ai vu beaucoup de gens qui étaient d'accord en mode de Volkanovski a gagné. Après, est-ce qu'il y a un peu d'amour et un peu de fanatisme pour la performance de Volk qui a fait ça? Mais mine de rien, si Islam a triché et que Volkanovski a quand même fait cette performance, incroyable. Mine de rien, ça ne rend que Volkanovski, ça ne fait briller que Volkanovski en fait. Carrément. Et c'est ça qui est magnifique avec cette défaite qu'il a pris. Si tu vas prendre une défaite, prends une défaite comme ça. Parce que pour moi, il a gagné. Pour tout le monde, il a gagné. C'est le mec qui vient de la catégorie en dessous. Ouais, c'est sûr. Après, pour donner le titre de double champion et tout, peut-être qu'il faut prouver un peu plus pour les juges, tu vois. Peut-être. Comme quand il faut aller chercher une ceinture, il faut être plus agressif pour gagner la décision. Là, peut-être qu'il voulait un peu plus pour vraiment donner la double ceinture, vraiment montrer une grosse domination, tu vois. Ouais. En tout cas, la motivation et l'attitude qu'il avait quand il se faisait prendre le dos, il s'en foutait, il disait à ses coachs, il est pas fort physiquement, il est pas fort physiquement. It's all good, it's all good. Impressionnant, franchement, c'est mon combattant préféré à 66 kilos à l'UFC après cette performance. Je sais que c'est le meilleur, mais c'était pas mon préféré, juste basé sur les performances. Mais après ça, je suis obligé je monte dans le train Volkanovski à bloc. Je pense pound for pound, il est largement mérité, les gars. Largement mérité. Ouais, il y a que Mansour qui l'a mis autant dans le mal à Islam Makhachev. Ouais. Maintenant, il peut avoir Islam et Mansour dans ses rêves. Ouais, dans ses cauchemars. Mais Mais d'ailleurs, tu m'avais dit que Islam avait testé positif, ce qu'on avait dit. Donc ce dont tu avais parlé la semaine dernière, donc qu'en 2016 il avait testé positif à des stéroïdes. Donc à savoir c'était du meldonium. Tu t'avais dit qu'il avait pris une suspension de 6 mois. Il avait testé positif au meldonium, donc même son père avait avoué. Il avait pris ça soi-disant après une blessure en 2014. L'USADA avait levé la suspension au bout de 4 mois. C'était juste avant son combat contre Drew Dober, je crois. D'accord. Et donc ouais, c'était une affaire, c'est un truc qui est devenu illégal le 1er janvier 2016. Et il y a je crois une trentaine d'athlètes russes qui ont été suspendus à cause de ça. Il y avait Sharapova et tout, ça avait été un truc quand même assez important. Vous pouvez taper sur internet et le chercher, vous le trouverez partout, meldonium. Et donc voilà, ouais, c'était pour revenir sur ce que tu avais dit. Donc c'est pas des rumeurs, c'est des faits. Donc voilà, les fans un peu trop, je dirais, agressifs des Islam et des Khabib, de la famille Khabib et tout ça. On sait qu'il y en a beaucoup, ouais. Il faut se calmer. On est tous fans des combattants, on a tous des favoris et tout, mais c'est pas des dieux, hein, ils font des erreurs. Ouais, c'est ça. Moi, mon combattant préféré, c'est Israël Adesanya. Si demain tu me dis c'est dopé et tout, bon ben ok, tu vois, je vais pas en faire toute une histoire. Mais voilà, ouais, je crois que c'est tout, ouais, pour cette UFC 284. Ouais, on va pas trop s'attarder dessus. Un très bel événement qui était quand même concentré sur la main card. Ouais. Sur la main beaucoup card. De décisions, quelques KO, quelques soumissions, mais ouais, c'était pas super divertissant sur certains combats. Zubaira qui avait manqué la pesée d'ailleurs, il a perdu, il a manqué la pesée. Une décision un peu discutable, mais
Ouais, Mais bon, discutable. c'était un gros combat, un beau combat, ouais, pour ouvrir la carte. Et moi, quand j'ai vu Zubair Rapper, je me suis dit, ah, c'est bon, Volkanovski va gagner. Ouais, ouais, c'est pareil. Et il a gagné, mais ils l'ont carotte. Mais c'est pas grave. Donc l'UFC Fight Night de ce week-end, pas une carte de ouf, pas beaucoup d'intérêt en France, j'imagine. Pas beaucoup ici non plus. Mais t'as un pote qui combat, qui ouvre la carte de la soirée, donc à savoir Juan Camilo Ronderos, qui combat contre Clayton Carpenter. Juan Camilo qui est underdog, bon, je pense pas qu'on puisse le parier en France, mais peut-être en Belgique, au Canada, tout ça. Vous aurez accès. Juan Camilo qui est super underdog, 3,35, plus de 135 en côte américaine, contre un Clayton Carpenter à 1,35, moins de 180. Clayton qui est 6-0, Juan Camilo qui est 4-1, Clayton qui fait son premier combat à l'UFC, Juan Camilo qui a fait un premier combat qu'il a perdu, mais qu'il avait pris en fight notice, je crois 48 heures, 24 heures. 24 heures, pardon, Ouais, avant. 24 heures. Ouais, Juan Camilo Ronderos qui attendait un combat, qui venait de signer à Iridium Agency, qui est une grosse agence de management aux États-Unis, qui lui avait dit qu'il allait rentrer sur les contenders. Donc il avait un combat aux contenders 2 mois plus tard. Juan Camilo qui faisait la fête ce soir-là avec un autre ami à moi, qui faisait la fête tous les deux. Ils commençaient à se préparer, etc. Ils se mettaient bien, ils commençaient à boire et compagnie. Ils s'habillaient, ils se préparaient à sortir. Et là, ils appellent l'UFC, tac, est-ce que vous voulez combattre David Vorak dans un peu plus de 24 heures. C'était dans la nuit du jeudi soir pour faire la pesée le vendredi matin. Ok. Donc on va dire 36 heures, quoi. Quelque chose comme ça, moins de 48 heures. Donc changement de programme, il commence à boire beaucoup d'eau. Il se met dans le bain chaud, il commence à perdre du poids. Il arrive le vendredi, il manque la pesée, il me semble qu'il était à 128,5 livres. Donc il a manqué de peu. Il a eu une petite amende, c'est pas grave. Il est rentré à l'UFC, combattu David Vorak et en 3 minutes, au début il était bien, ça se sentait, il y avait un feeling out process. Il bougeait dans la cage, il se fait toucher à une fois, après il tombe et il se fait étrangler. Bon, ça fout la haine. Il a pris un gros risque, hein, David Vorak qui était numéro 11 à l'époque. Juan Camilo qui est 4-0 en pro, mais qui avait quand même battu un vétéran de l'UFC, Eric Shelton, pour une ceinture au Michigan, donc une ceinture régionale, qu'il a gagné par décision, donc il a fait 5 rounds contre un mec de Ultimate Fighter et UFC, un vétéran quoi. Et une très belle performance contre lui, donc c'est quand même, même s'il avait 4-0, il avait quand même une belle expérience dans ses 4 combats pro, et il était 9-0 en amateur également. Et donc voilà, il s'incline, il teste positif un petit peu après pour des substances qu'il avait fait la fête. On va pas rentrer dans les détails, mais c'était un peu bête, mais bon, il savait pas qu'il allait combattre en même temps. Ouais. Donc ils lui ont donné, l'UFC lui ont donné ils lui ont donné un peu de la place pour s'exprimer quoi. Ils l'ont gardé. Ils ont été compréhensifs. Ouais, ils ont été compréhensifs. Ils l'ont gardé sous contrat. Ils ont dit bon, c'est pas grave, t'attends la suspension. Une fois que la suspension s'enlève, peut-être quelques semaines avant, il se déboîte l'épaule. Ouais. Donc non, excusez-moi, il se déboîte le coude. Donc gros problème, il a besoin d'une chirurgie. Ça prend 6 mois à se remettre. Donc là maintenant, finalement, il est de retour. Il lui donne Clayton Carpenter qui est 6-0 des Contender Series, 26 ans. Juan Camilo qui a 27 ans. Tous les deux vraiment chauds. Je sais que vous voyez 6-0 et 4-1, mais la défaite, elle est contre David Vorak, quoi, en 36 heures. Clayton Carpenter, par contre, qui avait une très belle performance au Contender Series. Donc je pense que là, ils essayent de bâtir Clayton Carpenter en pensant que Juan Camilo va s'incliner ou peut-être qu'il est pas prêt. Mais je pense qu'ils ont tort. Moi, je m'entraîne avec lui depuis très longtemps. Je le vois faire du bon taf contre des mecs, même s'il combat à 57 kilos, je le vois faire des gros sparring contre des grosses têtes de l'UFC à 61 kilos. Souvent, une très belle lutte, très grosse cardio. Pas le plus technique au sol, mais il a beaucoup de soumissions en amateur. 2 ou 3 soumissions en pro, il me semble. Donc, quand même, quoi. Quand même. Moi, je suis à fond derrière lui. Ça fait des années que je le connais et puis je lui souhaite le meilleur. Et je vais dire une décision de Juan Camilo. Je pense qu'il va choquer tout le monde avec sa cardio infernale. Il va mettre beaucoup de takedowns. Ça va être un peu moche.
il va mettre beaucoup de coups au corps, ça va le tenir dans la garde, ça va le tenir contre la cage, et ça va gagner une belle décision. Et c'est ça que... Ok. Ouais. Moi, je te suis là-dessus. Ensuite, un autre combat qui nous intéresse, donc le vétéran Jim Miller contre Alex Hernandez. Jim Miller, un record de 35-12, c'est assez abusé. Et Alex Hernandez 13-6, donc Alex Hernandez qui est favori 1,44 et Jim Miller 2,87. Qu'est-ce que tu vois toi pour ce combat? Alex Hernandez qui est toujours extrêmement dangereux au premier round. On l'a vu contre mon autre pote, Billy Quarantillo. Ouais. Ouais, très dangereux au premier round, mais il a tendance à avoir des déficits de cardio au deuxième, ça commence à douter. Dès que ça commence à être un peu chaud, j'ai l'impression il ne croit plus en lui-même, quoi. Et avec Jim Miller, c'est fort probable que ça arrive. Après, est-ce qu'il peut attraper Jim Miller dans un KO de l'espace au premier round? Bien sûr. Jim Miller, c'est pas le plus athlétique. Il est quand même relativement, je dirais, en fin de carrière. Il a quand même plus de 40 combats à l'UFC. Ouais. Ouais. Mais pour moi, il y a de l'argent à se faire peut-être sur un Jim Miller pour le over, quoi. Ouais. Si le combat dure plus de 2 rounds ou s'il y a une décision, je pourrais aussi voir Jim Miller s'incliner. Je pourrais voir, s'il y a une décision, je pourrais voir Jim Miller gagner également. Voyant le déficit de cardio que Alex Hernandez ramène dans la cage, plusieurs fois on l'a vu contre Cowboy, on l'a vu contre Billy Quarantillo, on l'a vu contre Drew Dober également en deuxième round, pareil, contre la cage, juste il se défend plus et il absorbe les coups, donc ne soyez pas surpris si Jim Miller, encore une fois, fait du Jim Miller et arrive à... à chaque fois il surprend, ouais. C'est ça, ouais, c'est ça. Ensuite, le main event, Jessica Andrade contre Erin Blanchfield. Jessica Andrade qui prend le combat en short notice, enfin au final les deux qui prennent le combat en short notice. Au début c'était Santos qui devait l'affronter à Erin Blanchfield. Donc Jessica Andrade qui est favori pour le coup, 1,57 et Erin Blanchfield à 2,50. Jessica Andrade, sacré morceau. Son dernier combat c'était il y a pas longtemps, mais ouais, à chaque fois elle fait mal. Ça fait du sale. Je pense que ça va être pareil pour cette fois-ci. Qu'est-ce que tu crois? Elle a combattu à l'UFC Brésil contre c'était contre notre ami contre Lauren Murphy qui a fait une clinique en striking en pied-point. C'était n'importe quoi. Elle a mis tout ce qu'elle avait sur la tête et sur le corps à Lauren Murphy. Et Lauren Murphy, je sais pas comment elle est pas tombée. Je sais vraiment pas comment c'est possible, mais bon. Jessica Andrade qui revient donc relativement tôt contre Erin Blanchfield qui devait combattre Santos. Je pense que Jessica Andrade, à moins que tu sois Weili Zhang ou Valentina Shevchenko, tu vas pas la battre. Franchement, ça serait mon point numéro 1. Jessica Andrade, c'est un bulldog. Elle me fait penser un peu à Patricio Pitbull. Mais vraiment son style de combat. Et je suis pas le plus fan de MMA féminin, on va dire, mais Jessica Andrade, à chaque fois qu'elle combat, franchement, je regarde, elle fait du sale. Elle a combattu dans 3 ou 4 catégories différentes. À chaque fois, elle ramène la pression, toujours une bonne attitude. Franchement, je suis fan d'elle, quoi. J'aime bien ce qu'elle ramène dans la cage. Toujours beaucoup de violence, Et Erin Blanchfield, je pense qu'elle a pas le niveau. C'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt. Est-ce qu'elle peut le faire? Non, j'y crois vraiment pas. Je vois Jessica Andrade premier ou deuxième round finish, soit un TKO contre la cage, un peu comme elle avait fait avec Cynthia Calvillo. Ouais. Ou peut-être même une soumission comme elle avait fait c'était un main event d'ailleurs. C'était contre, tu te rappelles, elle avait fait oui. Celle qui a les cheveux courts. La brésilienne. Ouais, elle était brésilienne également, mais elle avait fait une belle soumission contre la cage avec un arm triangle. Donc non, franchement, je pense que ça c'est un mismatch. Je pense que Jessica Andrade, premier ou deuxième round, c'est terminé, plié. Là, elle va reprendre 2 chèques, elle va sûrement prendre un bonus. Franchement, bravo Jessica, you go baby girl. Bien joué. Et d'ailleurs, en parlant de Jessica Andrade, maintenant tu as un lien avec elle, puisque tu as signé dans la même boîte de management, c'est ça? Ouais, j'ai signé avec Underrod. Donc voilà, j'ai signé avec Underrod Management qui manage Jessica Andrade. Et beaucoup de Brésiliens, beaucoup de Brésiliens, pas mal de Japonais également.
Donc ouais, je suis content d'avoir signé avec eux. Ils vont me trouver des beaux combats dans des belles orgas. Donc là, ça commence à être un peu chaud, étant pro, à trouver mes propres combats. Ça commençait un peu à faire des nœuds un peu à droite, à gauche. Donc là, je suis content qu'ils vont prendre ça en main et guider ma carrière dans la meilleure direction. Donc ouais, ça fait plaisir. Et puis ouais, j'aimerais bien voir une belle victoire de Jessica Andrade la semaine où j'ai signé. C'est cool quoi. Ça fait plaisir. Ok, ben je crois que c'est tout pour cet épisode. Merci de nous avoir regardés. Abonnez-vous, likez, commentez. Suivez-nous, on en a besoin. Et à la prochaine. Portez-vous bien.